Bonjour à tous et bienvenue dans cette soirée XMP Entrepreneur consacrée à la reprise d'entreprise. Je suis Frédéric Rupli, président de l'association XMP Entrepreneur. J'ai beaucoup de plaisir à vous accueillir, vous qui êtes présents ici à la Maison des Arts et Métiers et vous qui êtes présents à distance. Bienvenue à tous. Nous sommes 55 environ, une grosse cinquantaine donc, à nous être inscrits pour cette soirée qui sera consacrée à un thème inédit, la garantie d'actifs et de passifs et les modalités de son assurance. Il me revient le mot d'introduction pour vous donner quelques mots sur ce que c'est que XMP Entrepreneur. Nous sommes une association dédiée à la reprise et nous sommes au service, en premier lieu, de nos adhérents, en second lieu, du reste du monde. Et nos adhérents sont principalement issus de nos trois écoles, X, N et P, X, le groupe des mines et les fonds. Ont réuni leurs forces dans une association loi 1901 qui existe depuis plus de 30 ans. Et cette association, elle vient au service de nos alumni pour leur apporter tout type d'aide en matière d'entrepreneuriat. Entreprendre, ça commence par créer une entreprise, ça commence aussi par reprendre une entreprise et ça se poursuit par être accompagné en tant que chef d'entreprise. Nous avons donc trois clubs, un club des créateurs, un club des repreneurs et un club accompagnement. Et dans chacun de ces clubs, nous avons 3-4 membres bénévoles qui sont des animateurs de ces clubs, ce qui fait qu'au totalité, XMP Entrepreneur, c'est une dizaine d'animateurs. Et nous avons surtout une quinzaine, une vingtaine de membres de XMP qui sont membres de l'un ou l'autre de nos clubs. Chacun de nos clubs a la même vocation, finalement. C'est d'abord de créer un lieu d'accueil pour ceux qui veulent créer, pour ceux qui veulent reprendre, pour ceux qui ont besoin d'être accompagnés. Donc, notre première vocation, c'est d'accueillir. Notre seconde vocation, c'est de rayonner. Rayonner, c'est en faisant des magnifiques soirées comme celle-là. Chacun de nos clubs anime 2, 3, 4 ou plus soirées par an sur des thèmes divers qui ont trait à la création d'entreprise, à la reprise d'entreprise ou aux modalités de l'accompagnement du chef d'entreprise. C'est le deuxième mot-clé pour nous, après accueillir, rayonner. Notre troisième mot-clé, c'est se former. Nous essayons de monter des programmes de formation à destination des créateurs, des repreneurs et des chefs d'entreprise en poste pour continuer à alimenter leur courbe d'expérience. Il n'est jamais trop tard et on se renouvelle chaque année. Le troisième mot-clé, c'est donc former. Et notre quatrième mot-clé, c'est accompagner. Alors, ce n'est pas la mission seule du club accompagnement, c'est la mission d'accompagnement de chacun là où il en est. Chacun en est à un degré divers et donc maintenant je plonge dans l'univers du club des repreneurs. Il y en a qui ont frappé pour la première fois aux portes de notre club, qui veulent savoir ce que c'est que reprendre une entreprise. Ils ne savent pas du tout. Ils viennent frapper à la porte et nous les accueillons et nous les accompagnons individuellement. Et puis le jour où ils ont envie d'aller plus loin et où ils ont bien compris, où XMP Entrepreneur avec son club des créateurs leur a permis de franchir les premières marches de l'escalier, de réfléchir à leur démarche de reprise, il arrivera peut-être un jour où ils vont se mettre à plein temps dans leur processus de reprise. Et là, nous passons la main à une association relais qui s'appelle G2E, Grandes Écoles Entrepreneurs. G2E, c'est une sorte de fédération de clubs entreprendre de grandes écoles. Et aujourd'hui, G2E rassemble 34 clubs entreprendre de 34 grandes écoles. C'est donc une grande place de marché dans laquelle les clubs entreprendre des différentes écoles mettent en commun ce qu'elles ont de meilleur. Et au sein de G2E, nous avons créé un groupe repreneur. Donc ça, c'est l'étape d'après pour les repreneurs. Nous avons créé un groupe repreneur qui fonctionne et qui est vraiment une écurie de Formule 1 pour tous les repreneurs qui souhaitent reprendre une entreprise, qui fonctionne entre pairs, avec des animateurs, une réunion tous les 15 jours, un accès à une base de données. Bref, c'est le lieu où les repreneurs qui ont décidé de franchir une étape dans leur processus de reprise vont trouver un écosystème dédié à la reprise efficace qui leur donne du coffre, de la puissance, du réseau, des encouragements. Je vois plusieurs membres du G2E repreneurs dans cette salle. J'en vois quelques-uns à distance également. Voilà donc ce que c'est que XMP Entrepreneur, un lieu d'accueil pour créateurs, repreneurs et chefs d'entreprise en besoin d'accompagnement à travers ces différentes missions. Et puis, pour ce qui est du club des repreneurs qui nous réunit ce soir, voilà ce que c'est que la perspective pour nos membres qui nous rejoignent, c'est d'aller ensuite rejoindre le groupe G2E repreneurs et de faire partie de ceux qui se donnent le maximum de chances de réussir à reprendre une entreprise. Retour sur la soirée de ce soir. Ce soir, c'est donc une soirée Club des repreneurs consacrée à un thème particulier.
Je vais passer le relais maintenant à Stéphane de Barros. Stéphane de Barros est chez XMP Entrepreneur, l'animateur du Club des repreneurs. Stéphane, c'est à toi, tu vas nous introduire le thème ainsi que les intervenants de la soirée. Merci Frédéric. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je suis l'un des animateurs du club. Vous en avez quelques-uns dans la salle. Alors, peut-être une petite introduction. Moi, j'ai été très longtemps directeur juridique dans des entreprises de taille moyenne et grande. J'ai fait pas mal de fusions-acquisitions et j'ai longtemps vécu dans l'idée, parce qu'on a eu à s'intéresser évidemment dans le cadre de toutes ces acquisitions à la garantie d'actifs et de passifs, que on a difficulté évidente dans les discussions entre le vendeur et l'acheteur, et on a découvert, mais plutôt à l'occasion de grosses opérations, que l'assurance de cette garantie de passif est quelque chose qui est un facilitateur de ces discussions, et ultérieurement d'ailleurs de l'éventuelle mise en jeu de la garantie. Et donc je vivais un peu comme tout le monde dans l'idée que c'était réservé à des gros deals. Et puis il y a 3 ans, à l'occasion d'un deal de taille assez petite, puisqu'on parle d'une valeur d'entreprise de 10-11 millions d'euros, eh bien, on a mis en œuvre une assurance de la garantie de passif dans un deal d'une taille qui était quand même beaucoup plus petite que ce à quoi on était habitué. Et donc il m'a paru intéressant, parce que ça a encore un petit peu bougé, on nous l'expliquera tout à l'heure, de vous expliquer que ça peut être une solution. Alors, elle a l'inconvénient de ne pas être gratuite, mais par ailleurs, elle a bien des avantages dont on parlera tout à l'heure. Alors, pour faire tout ça, on a la brochette qui est à ma gauche, que je vais présenter, vous m'excuserez, simplement dans l'ordre dans lequel ils vont s'adresser à vous. Donc, on a d'abord Benoît Marpeau, qui présentera son cabinet d'avocat, mais qui est un avocat spécialisé en matière de fusion-acquisition, qui va redonner quelques basiques. Ça nous paraissait intéressant de le faire en début de réunion sur la garantie d'actifs et de passifs. Frédéric, donc président de notre association, va nous expliquer que la mise en jeu de la garantie d'actifs et de passifs, ça n'arrive pas qu'aux autres, et avec l'immense avantage en plus pour nous ce soir de le faire à la fois côté acquéreur et côté vendeur. Ensuite, parce qu'on aime bien faire parler vos pairs dans ces réunions, comme vous avez déjà pu le constater, Romain, qui nous a rejoint il y a maintenant quelques mois, va nous faire part d'une expérience dans un contexte professionnel précédent où il a eu à connaître de l'assurance de la garantie passive. Donc, il nous donnera quelques informations sur le sujet et les avantages qu'il a pu y trouver. Benoît reviendra un petit moment pour nous expliquer lui aussi, dans des expériences de deal récents, comment ça s'est passé et qu'est-ce que ça a pu faciliter. Et puis on terminera avec Olena Blessuc, qui elle est d'un cabinet de courtage qu'elle présentera également en 2 mots et qui viendra nous donner des informations sur la façon dont aujourd'hui les courtiers, et en particulier son cabinet, s'adressent effectivement à tous les vendeurs et acquéreurs pour leur permettre aujourd'hui de mettre en place une assurance de la garantie d'actifs et de passifs dans pas mal de deals. Donc voilà l'ordre dans lequel on va procéder, et donc je passe la parole à Benoît. J'ai une toute petite demande, c'est à tous nos amis qui sont connectés à distance. Beaucoup d'entre vous sont allés se faire un café, mais maintenant que vous êtes revenus devant l'écran, ça serait sympa que vous allumiez vos caméras de façon à ce que nous soyons pleinement avec vous et vous avec nous. Voilà, faites-nous cette amitié-là. Nous, on est venus, on s'est déplacés, on a pris le métro qui était bondé. On est ravis d'être là et puis on est ravis d'être avec vous. Merci d'avance. Benoît. Bonsoir à tous. Donc, très rapidement, le cabinet, c'est Pelletier, Juvigny, Marpeau. On est 35 avocats, une dizaine d'associés, et on couvre pas toutes les matières, mais le M&A, le restructuring, le contentieux, l'antitrust et le droit social. Et pour la partie M&A, on appelle fusion-acquisition, mais acquisition d'entreprise, on traite des opérations de taille moyenne à petite à très grosse. C'est dans ce cadre-là qu'on a l'occasion de rencontrer Stéphane. Mais au fond, peu importe, parce que la mécanique de la garantie de passif n'est pas si différente, quelle que soit la taille de l'opération. Les enjeux financiers diffèrent, mais la structure d'une garantie de passif est toujours la même. Si on rentre dans le vif du sujet, une garantie de passif, avant même qu'elle soit assurable ou pas, c'est un type d'assurance qui est donné par le ou les vendeurs d'une entreprise ou d'un actif donné d'ailleurs, mais appliquons-le à une entreprise. C'est
une sorte d'assurance donnée par les vendeurs qui vient en complément du prix payé. C'est-à-dire que c'est une sorte de contrepartie au prix payé. Quand vous allez acquérir l'entreprise, vous allez fonder votre prix sur un certain nombre d'hypothèses, des hypothèses financières, bien sûr, qui font que vous êtes arrivé à une valorisation donnée, mais au fond, pas seulement des hypothèses financières, aussi des hypothèses sur la substance de ce que vous achetez, de l'actif que vous achetez. Et la substance de ce que vous achetez dépend bien sûr de ces résultats financiers et des projections que vous en faites, mais elle dépend aussi d'un certain nombre d'autres sujets qui font qu'il ne faut pas que postérieurement à l'acquisition, des risques se révèlent qui engendrent des préjudices, des dommages, qui remettent en cause la valeur de ce que vous avez acheté. C'est la première chose contre laquelle vous voulez vous couvrir via la garantie de passif, voire même sa pérennité dans les cas les pires. Donc, comment est structurée une garantie de passif? Très classiquement, il y a ce qu'on appelle les déclarations et il y a ce qu'on appelle la garantie. Les déclarations, c'est en fait, si vous comparez ça à une assurance normale, vous n'assurez qu'un risque. Et donc, vous décrivez le risque qui est couvert. Une garantie de passif, la façon dont on décrit le risque qui est couvert, c'est qu'on fait faire un certain nombre de déclarations par les vendeurs qui couvrent le champ de tout ce que vous souhaitez assurer par la garantie de passif. Donc, ça prend la forme de déclarations affirmatives, positives, par les vendeurs sur tous les sujets que vous voulez couvrir. Concrètement, ça pourrait prendre la forme d'une phrase. En réalité, ça pourrait prendre la forme de je vous confirme que j'ai toujours exploité ma société en conformité avec les lois et règlements. Mais la pratique est rentrée plus dans le détail de ça pour essayer de circonscrire côté vendeur ce que vous allez assurer par la garantie de passif et préciser du point de vue acquéreur les risques contre lesquels vous êtes effectivement garanti. Donc, les cédants vont déclarer que les comptes sur la base desquels le prix a été calculé sont sincères, véritables et donnent une image de la société conforme aux principes comptables. Les cédants vont déclarer que la société est propriétaire de ses actifs. Les cédants vont déclarer que les actifs sont dans un état normal d'entretien. Et ainsi de suite, on va déclarer, alors de façon plus ou moins précise, selon la sophistication des conseils, jusqu'à des choses qui vont dire il n'y a aucun litige dans la société, la société a respecté l'ensemble des réglementations fiscales, la société se conforme à toutes les réglementations en vigueur en matière sociale, mais en réalité, même la déclaration sociale est beaucoup plus détaillée que ça. Donc, vous dites, je déclare que mes contrats de travail sont conformes à la loi, je déclare que j'ai payé toutes mes charges à l'URSSAF, je déclare que je me conforme aux règlements ou aux accords particuliers applicables à mon entreprise, etc., etc. Et tout ça est affirmé de façon positive. La loi, et évidemment aussi que la société n'est pas en procédure collective. Bon, ça prend, là je vous le fais vite, mais ça prend déjà facilement entre 10 et 30 pages détaillées. Il est possible d'avoir des exceptions à ces déclarations. Il y a deux formes principalement d'exceptions. C'est soit vous faites des exceptions déclaration par déclaration, auquel cas le cédant déclare qu'il n'y a pas de litige applicable à l'entité concernée, à l'exception des litiges décrits en annexe 30. Il n'y a pas de redressement fiscal au cours des 5 dernières années, à l'exception de celui qui a eu lieu il y a 3 ans. Ça, c'est la première forme d'exception. La seconde forme d'exception est beaucoup plus générale. Elle fait référence à tout l'audit qui aurait eu lieu en amont de l'opération. Donc, vous avez accès alors soit à une data room si le deal est un peu structuré, soit à un ensemble d'informations qui sont mises à disposition par les cédants et dont vous avez pris connaissance avant de faire votre prix. Et vous acceptez le principe, c'est un point qui se négocie traditionnellement, et vous acceptez le principe que toutes les informations qui ont été mises à votre disposition, même si elles ne sont pas spécifiquement visées en annexe au contrat, valent exception aux déclarations qui vous sont faites. Donc, il n'y a pas de litige, à part ce que je vous ai donné en data room. Alors, tout ça s'accompagne
mécanismes juridiques pour préciser ce qu'on appelle avoir été valablement disclosé en data room, puisqu'il faut évidemment éviter que vous ayez glissé en annexe d'un contrat une information, etc. Donc, tout ça se définit contractuellement assez bien et est aujourd'hui assez encadré par la pratique. Mais soit vous acceptez le principe de la data room exonératoire, c'est-à-dire que toutes les informations fournies sont par définition exonératoires, soit vous n'acceptez pas ce principe et alors vous allez rentrer dans un mécanique d'annexe et d'exception à chacune des déclarations. Donc ça, je vais très vite, hein, évidemment, si vous avez des questions, vous m'interrompez. Ça, c'est ce qui correspond à la partie déclaration, ce qu'on pourrait appeler définition des risques qui sont couverts. Après, vous avez la partie garantie, qui en fait est la mécanique par laquelle les parties se mettent d'accord sur comment et à quelles conditions je peux mettre en œuvre ma garantie de passif. Il y a une partie descriptive assez basique de je peux notifier dans tel délai en devant accompagner ma notification de mise en jeu de la garantie de passif d'un certain nombre d'éléments. Il y a une partie définition de ce que c'est qu'un dommage indemnisable au titre de la garantie de passif, puisque il faut évidemment que le dommage qui va être indemnisé par les garants soit la totalité du dommage, mais seulement le dommage. Je prends un exemple. Votre bâtiment brûle, ou l'un de vos bâtiments actifs brûle. Il brûle parce que les normes de sécurité n'avaient pas été suivies comme il fallait, mais vous êtes assuré. Si vous touchez une indemnité de l'assurance qui vient compenser une partie du préjudice que vous avez subi par la perte de votre bâtiment, il n'y a pas lieu à remettre en plus en jeu la garantie de passif, puisque évidemment, le principe d'une garantie, c'est une seule indemnisation et pas de double indemnisation. Donc ça, c'est un exemple assez simple, mais il y a un ensemble de clauses de la garantie de passif qui vont venir préciser comment je quantifie le dommage qui est indemnisable dans ma garantie de passif. Par exemple, si j'ai un litige qui apparaît mais qu'il avait été provisionné dans les comptes, je viens déduire du montant indemnisable le montant de la provision qui était dans mes comptes. Tout ça se balaye et se négocie parce qu'il y a toujours une petite poche pro-vendeur ou plutôt pro-acquéreur. Donc, c'est là que les avocats servent à quelque chose. Et vous venez négocier cette partie-là. Et enfin, il y a une partie importante dans la garantie de passif qui sont les limitations financières de la garantie de passif. Une garantie de passif, c'est pas déplafonner open bar et pour venir indemniser sans limitation. Vous allez traditionnellement, pour maintenir l'essentiel, aller négocier deux choses, un plafond de la garantie de passif et un seuil ou une franchise selon les cas. La franchise, c'est exactement la même chose qu'en matière d'assurance, c'est-à-dire que à l'intérieur de la franchise, je ne suis pas indemnisé. Quand je dépasse la franchise, je suis indemnisé au-dessus de la franchise. Le seuil, c'est simplement un seuil de déclenchement. C'est-à-dire que si je dépasse ce seuil, je suis indemnisable au premier euro. Mais tant que je n'ai pas atteint ce seuil, on considère qu'on est dans une espèce de risque acceptable dans toute acquisition. C'est des éléments très importants à négocier, y compris dans la perspective d'une assurance garantie de passif. Donc ça, il y a des pratiques de marché, il faut se méfier des pratiques de marché, mais pour vous donner des idées, en général, on négocie un plafond qui est compris entre 10 et 20% du prix d'acquisition de l'actif ou de la valeur d'entreprise. Et le seuil, je ne saurais pas trop vous dire, enfin, il y a des habitudes, mais ça peut être 10% du plafond, par exemple. Sachant que traditionnellement, ce plafond et ce seuil ne s'appliquent pas à ce qu'on appelle les déclarations fondamentales. Donc, dans la partie définition du risque par laquelle j'ai commencé, ce qu'on appelle les déclarations fondamentales, c'est celles qui touchent vraiment à la substance de ce que vous achetez. La propriété des actions que vous achetez, le risque n'est pas plafonné. Ce que vous achetez est acheté et donc c'est déplafonné. Donc, il y a quelques déclarations dites fondamentales qui sont hors plafond et éventuellement quelques garanties dites spécifiques. C'est-à-dire que si vous avez identifié dans le cadre de votre audit un risque particulier que vous souhaitez voir couvert en coordination avec le prix que vous payez, alors on peut faire une poche à l'intérieur de la garantie de passif qui veut que pour tel risque
environnementale. Par exemple, si vous avez identifié une pollution dont on a du mal à quantifier le prix qu'il pourrait, le dommage que cela pourrait causer à terme, on va négocier cette garantie spécifique. Donc ça, c'est la déclaration qui définit les risques, la garantie, la mécanique contractuelle. Et je finis avec ça. Un point qui est important, parce que ça joue sur l'intérêt ou pas de faire assurer aussi, c'est que selon la substance de votre vendeur, évidemment, si votre vendeur de titres est une grande société, un grand corporate, une société avec une assise financière très forte, vous n'avez pas de risque de recouvrabilité des sommes que vous pourriez souhaiter recouvrer dans le cadre de la mise en jeu de la garantie de passif. En revanche, si vous êtes en train de reprendre une entreprise d'une taille plus raisonnable, que vous achetez des titres à des personnes physiques, il faut évidemment s'assurer contre le risque qu'après avoir mis en jeu votre garantie de passif, il n'y ait plus d'argent pour vous payer. Donc, on négocie ce qu'on appelle une garantie de la garantie, qui n'est rien d'autre qu'une garantie financière type caution ou garantie à première demande si c'est un tiers qui vient garantir votre vendeur, ou alors vous séquestrez une partie du prix de cession jusqu'au terme, alors tout ça se négocie, combien de durée, etc., jusqu'au terme de la garantie de passif pour vous assurer que si si un risque apparaît qui donne lieu à mise en jeu de la garantie de passif et que il y a reconnaissance qu'une somme vous est due au titre de la garantie de passif, bah, bien sûr, c'est important d'avoir la substance financière qui, in fine, vous permet d'appréhender les sommes dont on parle. Donc, 3 éléments importants à négocier dans une garantie de passif. Le champ du risque couvert, les déclarations, la mécanique contractuelle de mise en œuvre avec les limitations financières et la garantie de la garantie pour assurer qu'à la fin de tout ça, vous récupérez ce que vous êtes venu chercher. Merci. Peut-être juste une dernière chose sur la durée. Est-ce qu'on assiste parfois à un découplage entre la durée de validité entre des déclarations pendant lesquelles un manque peut être et de la garantie de la garantie? Alors, la durée, c'est entre 12 mois et 3 ans. Je le dis très vite. Souvent, on prévoit une durée spécifique pour les risques fiscaux et sociaux qui ont traditionnellement des durées de risques légaux plus importants que les autres. Disons 12 mois à 3 ans, 3 ans c'est rare, hein, 12 mois à 3 ans, durée particulière pour le taxe et pour le social. Et du coup, la garantie de votre garantie, idéalement, sa durée est assise sur la totalité de la durée de la garantie de passif. Mais par exemple, si vous séquestrez des sommes, ce qui est quand même une contrainte pour votre vendeur très forte, plus le temps passe, plus les risques diminuent, puisque vous commencez à avoir une vision de plus en plus complète vous commencez à avoir une vision de plus en plus précise de l'actif que vous avez acheté. Donc, il est traditionnel de prévoir soit que votre séquestre est totalement libéré, soit qu'il est libéré progressivement pour que votre vendeur touche la liquidité à laquelle il voulait avoir accès. Est-ce que le risque fiscal est déplafonné? Non. Sauf si vous identifiez un risque, enfin, je réponds de façon très péremptoire, mais sauf si vous avez identifié un risque fiscal spécifique, ça arrive, par exemple, sur l'intéressement qu'a pu toucher le vendeur ou un schéma fiscal que le vendeur avait mis pour sortir de l'argent pour lequel vous avez des doutes sérieux lors de votre audit. Vous pouvez prévoir une garantie spécifique sur un risque fiscal. Prévoir que tous les risques fiscaux sont déplafonnés, je ne l'ai jamais vu. On adresse le fait pour schématiser que le gérant, le cédant ne savait pas. Donc, alors, on a les liens. C'est une des parties qui est les plus dures à expliquer si votre vendeur n'est pas un vendeur professionnel, quelqu'un qui a l'habitude de faire des opérations, parce que, en fait, évidemment, il y a des choses qu'il ignore lui-même, le vendeur. Alors, il y a 2 façons. Soit vous précisez certaines de vos déclarations qui, au lieu d'être il n'y a pas de litige dans la société, la phrase va commencer par à la connaissance du vendeur, il n'y a pas de litige dans la société.
Ce qui crée tout de suite le débat sur comment on définit à la connaissance du vendeur. À la connaissance du vendeur, si vous étiez obligé d'aller démontrer qu'il avait réellement connaissance, c'est la preuve impossible dans bien des cas. Donc, en réalité, vous essayez de donner une définition objective, subjective, en fait, dans l'absolu, quelle information aurait dû avoir un vendeur s'il s'était comporté de façon... Mais en fait, assez souvent, vous refusez le à la connaissance, en tout cas notamment pour toutes les déclarations importantes. C'est là qu'il faut réfléchir comme une assurance, en fait. En fait, peu importe. C'est pas une police du mensonge, la garantie. C'est qui porte le risque de quoi. Donc, mais c'est difficile à expliquer à un vendeur, notamment quand c'est sa société, etc., et qui dit moi, je crois bien que j'ai respecté la réglementation sociale en France, mais la réglementation sociale en France, c'est vraiment très compliqué. Je ne peux pas garantir que j'ai. Mais il faut essayer de faire la pédagogie. On va dire, c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est qui porte le risque de la gestion pendant quelle période. Or, jusqu'à la date de cession des titres, celui qui avait la gestion et qui portait le risque, c'est celui qui vend. À compter de la date de transfert de propriété des titres, celui qui porte le risque, c'est celui qui a acheté. Donc, les risques révélés avant l'acquisition, il peut exister un débat sur qui doit les supporter. Parce que si vous en avez tenu compte dans votre prix, c'est normal de décharger le vendeur, d'où la logique de accepter que la data room soit exonératoire ou qu'il y ait des exceptions aux déclarations. En revanche, le risque non révélé, il y a une logique économique à ce que ce soit le vendeur qui la porte. Et au fond, quand votre assureur vous garantit, il n'est pas plus responsable que vous, même souvent moins, du risque qu'il couvre. Il le couvre quand même. Donc c'est ça qu'il faut expliquer, essayer d'expliquer aux vendeurs, de dire le fait qu'on mette en jeu un jour la garantie de passif, ce ne sera pas un procès en mensonge, ce sera juste mise en jeu d'un outil de couverture d'un risque et de répartition du risque entre le vendeur et l'acquéreur. C'est en ce sens que l'assurance, dont on parlera tout à l'heure, vient alléger le débat parce que justement vous alléger le débat. D'accord. Sur les questions, si je vous propose, parce qu'on aura du temps à la fin pour les questions, donc on refera une session de questions, mais là on va quand même passer maintenant à Frédéric qui va nous narrer ses aventures en acheteur. Je précise juste que à mes loisirs perdus, j'ai pas seulement animé XMP Entrepreneur, mais je suis aussi serial investisseur, ayant créé une petite société de gestion et nous avons 29 acquisitions, c'est beaucoup et peu à la fois, au cours des 20 dernières années. Et je vais partager avec vous 3 exemples qui sont assez vivants, assez concrets, juste pour bien saisir de quoi on parle, nicher dans le concret, et aussi faire passer une idée, c'est que finalement le diable est quelquefois dans les détails. Et comme l'a dit Benoît, il ne s'agit pas d'un vendeur malfaisant qui dissimule quelque chose, c'est aussi, comme le dit l'adage, à l'insu de son plein gré, que quelquefois il peut être mis en jeu, enfin, il peut avoir émis une garantie qui sera mise en jeu. Premier exemple, nous sommes acquéreurs d'une très jolie société, 20 millions de chiffre d'affaires, profitable, de la croissance, enfin bref, on était très contents d'être actionnaires de cette société qui avait une centaine de salariés, on va arrondir à 100 salariés, plus 15 VRP. Parce que c'était son mode de commercialisation, les contrats de VRP, c'est quand même un truc un peu poussiéreux, mais enfin, ça existe encore. Et évoque la galère. Et un jour, un VRP croise la route d'un ami, d'un frère, je ne sais pas quoi, et d'un avocat, et qui lui dit « Mais comment tu ne reçois pas la participation des salariés? Comment est-ce possible? Tu devrais recevoir la participation des salariés. » Et en fait, la société que nous avons acquise faisait un calcul de participation des salariés à attribuer à ses salariés qui était rigoureux selon la formule légale, et elle attribuait toute sa participation aux 100 salariés et 0 aux 15 VRP. Alors qu'en fait, elle aurait dû répartir cette somme sur les 115 têtes. Et du coup, progressivement, certains VRP qui commencent à être très fidèles avec la société, des anciennetés assez longues et tout, en discutant, parce que c'est quasiment des salariés, les VRP, ils n'ont pas un statut de salarié, mais enfin, ils échangent avec les salariés. Et finalement, de fil en aiguille, on voit un petit groupe qui commence à fomenter une contestation possible en disant « mais c'est dégueulasse, nous on ne touche pas de participation, pourquoi ?» Et puis, c'est vrai, quoi, ça remonte à la direction, puis la direction nous en parle, et puis tout le monde se dit « bah oui, mais c'est vrai, mais pourquoi en fait ?» Et on va se renseigner, et on se rend compte que les VRP sont éligibles à la participation des salariés.
Donc finalement, on se trouve dans la situation assez ubuesque dans laquelle il y a 100 personnes qui ont touché trop d'argent pendant 20 ans, il y a 15 personnes qui ont touché zéro pendant 20 ans, attention au fil, et il y a au milieu de tout ça un pataquès assez plausible d'une classe de personnes qui vont se remonter contre l'autre classe ou contre la société. Bref, on voit la class action arriver, des 15 VRP qui disent bah oui, mais nous on a droit à notre dû, et puis je calcule depuis mon historique dans la société, et puis on a nos copains qui étaient VRP qui ont quitté la société, ils y avaient droit aussi, c'est pas normal, ils n'y ont pas eu droit. Le truc part en épingle. Bon. Donc en fait, la société, elle a bien payé le bon montant de charge, simplement elle l'a mal réparti. Alors évidemment, si vous pensez qu'il est possible de rappeler les 100 en leur disant « nous l'argent, on va le donner aux 15 qui n'ont pas touché », ça existe que dans les livres, et ça n'existe pas dans la réalité. Dans la réalité, vous ne pouvez pas, en tant que chef d'entreprise, aller chercher de l'argent sur vos salariés. Ce que vous avez donné en trop, ben, vous l'avez donné en trop. Et du coup, on commence à suggérer, et on travaille vraiment main dans la main avec le dirigeant. Nous, le dirigeant était de la famille cédante, mais il était resté dirigeant. Puis la famille cédante s'est sentie concernée, elle était très paternaliste, elle aimait bien ses VRP, elle leur avait pas beaucoup de tort. Simplement, elle s'est trouvée dans cet imbroglio. Et donc, on a travaillé main dans la main avec le cabinet d'avocats qui accompagnait la société en corporate pour trouver la meilleure façon de faire, ou disons la moins mauvaise façon de faire. Et ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a pris tous les VRP qui étaient encore dans la boîte. Et avec eux, on a calculé depuis combien de temps ils étaient là, depuis combien de temps, combien ils auraient dû toucher et tout. Il y en avait quand même pour 250 000 € à la fin de l'histoire. Et la famille a dit, moi je veux pas d'histoire avec mes VRP parce que c'est eux qui nous ont construit l'entreprise. Elle a fait un chèque de 250 000 €. Et voilà. Et donc, d'une mise en jeu de garantie que nous avons faite, en disant, ben voilà, là on a un sinistre potentiel, donc on attire votre attention sur le fait qu'il va falloir le régler. Et on vous demande de bien venir avec nous pour essayer de le régler. Et la famille cédante ne s'est pas dérobée. Il y a aussi le fait d'attraire le garant au problème. S'il est d'accord pour résoudre le problème en bonne intelligence, on va pouvoir le résoudre. Et là, c'était une famille qui avait une âme, une conscience, un sentiment de la dette qu'elle avait vis-à-vis de ses VRP, qui avait contribué au succès de l'entreprise. Elle a sorti son chéquier, elle a versé 250 000 €. C'était une fraction quand même respectable de son prix. Et elle l'a fait de bonne grâce. Et donc voilà un litige que nous avons éteint de manière amiable, sympathique, mais qui était objectivement pas si facile que ça à détecter. Je vais prendre un deuxième exemple. Cette fois-ci, nous sommes vendeurs. Nous cédons une boîte, c'est un bureau d'études. Ce bureau d'études utilise CATIA comme logiciel de conception par ordinateur. Bon, tout ça, c'est très bien. L'acquéreur acquiert la société, il a bien vu les stations CATIA et tout. Et puis, au bout d'un moment, il y a Dassault Systèmes, l'éditeur de CATIA, qui vient frapper à sa porte. Il lui dit, dis donc, mon garçon, j'ai l'impression que vous avez un petit peu plus d'ordi que le nombre de licences que vous payez chez nous. Ah bon? Ce n'est pas partie des trucs qu'il a vérifié dans ses devis d'acquisition. Il a vu qu'il y avait CATIA, il a vu qu'il y avait un poste comptable, il n'avait pas forcément fait le rapprochement des deux. Bref, il semblerait que la société était en petite infraction quant au nombre de licences qu'elle aurait dû payer, et ce, depuis un certain nombre d'années. Et du coup, CATIA, enfin Dassault Systèmes, envoie un petit courrier recommandé à la société en disant, selon nos estimations, vous nous devez, depuis X années que vous utilisez CATIA, tant de milliers d'euros, on parlait de 100 000 €, qui étaient répartis, une partie sur la période post-acquisition, une partie sur la période pré-acquisition. Et donc là, clairement, la partie post-acquisition incombait à notre acquéreur, c'était son problème, mais la partie pré-acquisition, on a couvert 87 des 100 et quelques mille € qui étaient dus, et très clairement, l'argent était dû, la garantie était mise en jeu, ça nous a paru normal, et nous avons tout à fait, enfin le séquestre, la somme qui était séquestrée pour assurer la garantie de la garantie, a été amputée de 87 000 € à cet effet. Voilà. Là encore, la leçon pour moi, c'est que le diable est dans les détails. C'est vraiment, ça va se nicher dans un recoin d'une acquisition qu'on ne pense pas toujours à auditer. Et si vous ne l'avez pas audité, il ne faut pas vous en vouloir. Mais comme l'a dit Benoît, on est là pour couvrir un risque. Là, un risque apparaît, on le traite en grande personne et on se réunit et on trouve un terrain d'entente. Oui, la durée est intéressante parce que là, heureusement, c'est arrivé assez rapidement après la session. Du coup, c'était arrivé au bout de 3 ans, par exemple. Si c'était arrivé après l'extinction du contrat de garantie, les contrats de garantie ont une durée, c'est justement au bout d'un moment mettre fin à la possibilité du bénéficiaire de la garantie de la mettre en jeu. Et donc, oui, effectivement. Et c'est là que la première année que vous passez à bord de l'entreprise nouvellement reprise, il convient d'être assez attentif
à toutes les facettes du business. Je ne dis pas toutes les occasions de mettre en jeu la garantie, c'est pas l'état d'esprit. Mais l'état d'esprit, c'est de savoir où on est en risque et de s'assurer qu'on est bien bordé partout, qu'on est conforme. Et le prix n'a pas été ajusté parce qu'il y a quand même un dégrèvement de la rentabilité de l'entreprise, en dehors de ce qui était dû à Cathy. Alors, on a eu quelques allusions de ce genre-là. Dans ce cas-là, en disant, mais oui, mais finalement, compte tenu des 87 000 euros, enfin, ramené à une année, parce que 87 000, c'était sur 3 ans, bon, on n'avait pas non plus cherché des montants énormes, mais là où tu as un point, Étienne, c'est que quelque part, on a X fois, enfin, si tant est que l'acquisition ait été basée sur un multiple de résultats, on a X fois une charge que la société aurait dû avoir et qu'elle n'a pas déclarée, et donc on peut changer le regard sur la valorisation. Là, je me tourne vers l'avocat parce que je ne sais pas si dans ce cas-là, on parle d'une double indemnisation ou pas. Alors, ce serait pas le même préjudice qu'on indemnise, mais ce serait en fait plutôt. Il y a deux choses. D'abord, les 87 000 euros, c'est déjà une réduction de prix. D'ailleurs, fiscalement, ça s'analyse comme une réduction du prix que l'acquéreur a payé. Et c'est important pour les deux parties de le qualifier comme ça. En revanche, on exclut toujours la réduction de prix au sens prise en compte dans la rentabilité. On pourrait, mais c'est quelque chose qu'on ne fait pas parce que sinon, ça rentre dans des logiques différentes. Donc, vous indemnisez le dommage dans son quantum amende. Parfois, ça peut être quelque chose qui aurait eu en plus un impact résultat, pas toujours, parce que si on prend le bâtiment qui brûle, vous indemnisez le coût du bâtiment, mais vous pouvez indemniser aussi, par exemple, si ça a interrompu une perte de production, ça vous pouvez l'indemniser, mais pas l'effet sur, voilà, typiquement, et en matière sociale, ça peut arriver, par exemple, vous pouvez découvrir un risque. Par exemple, les salariés n'étaient pas payés au minimum auquel ils devaient être payés aux fonctions de la convention collective. C'est rare, mais on peut l'imaginer. En fait, là, par exemple, vous allez être obligé non seulement peut-être de payer une amende, mais en plus, vous allez être obligé de tous les réaligner vers le haut. Donc, ça vient modifier votre structure de coût. Mais en général, la GAP exclut l'indemnisation par rapport au prix payé. D'un point de vue assurance, mais après, est-ce qu'on peut le mettre dans un contrat d'encadrement? En principe, l'avantage de la GAP pour le vendeur, c'est de circonscrire ses propres risques à lui à ce qu'il déclare. Donc, vous écrivez dans le contrat que toute l'indemnisation devra passer par la garantie de passif et rien que par la garantie de passif. Sauf les cas de tromperie, mais là, dans ces cas-là, on n'est pas toujours dans la tromperie. On peut très bien être, les deux se sont trompés, le vendeur pendant des années a eu une pratique en se trompant de bonne foi, et lui, il est passé au travers du risque, et le risque ne survient, par exemple, ça peut être un truc en matière fiscale, vous avez en matière de crédit impôt recherche, par exemple, qui sont souvent dans l'équilibre économique d'une entreprise, de certaines entreprises, un vrai sujet. Vous pouvez avoir post-acquisition un contrôle fiscal qui vient remettre en cause les crédits impôt recherche. Là, donc, si vous avez un redressement fiscal qui porte sur la période antérieure à l'acquisition, c'est indemnisable au sens où vous indemnisez le redressement fiscal. En revanche, tout l'effet sur votre structure de coût que vous aviez imaginé percevoir des crédits impôt recherche de tel montant pendant X années, ça, c'est pas indemnisable. Ça, c'était... Troisième exemple, je reprends mon exposé. J'ai un troisième exemple à partager avec vous qui est finalement assez savoureux. Et vous allez probablement tomber dans ce type de situation. Je suis face à un cédant à qui je parle pour la première fois de sa vie d'une garantie de passif. Il n'a jamais entendu ce mot-là. Il ne comprend pas vraiment la finalité, ou il fait semblant de ne pas la comprendre, au choix. Et je visite son entreprise, elle est belle, bref, on décide d'y aller et on commence à parler les modalités d'acquisition et la garantie d'actifs et de passifs. Et puis là, il tique, il dit de quoi on parle, est-ce que vous pouvez me montrer un exemple? Bon, très bien, donc on arrive avec un exemple. Et après, puis il le met devant lui, il lit la première page, ça prend 12 minutes. Il tourne la première page, il arrive au milieu de la seconde, ça prend encore un quart d'heure. Il me regarde droit dans les yeux, puis il me dit ouais. Je ne suis pas prêt de signer ça. Donc on discute, on se sépare bons amis, on se dit bon parlez-en à votre expert comptable, votre conseil, et puis on se revoit. Bon, très bien, on se revoit et rebelote, il reprend une demi-heure pour franchir les 2 premières pages, et il arrive à la même conclusion et puis il me dit je suis pas prêt de signer ça.
Bon, donc on se dit, ça va quand même être compliqué parce qu'on n'est pas sur un terrain d'entente entre le monde peut-être un peu sophistiqué des investisseurs qui font ce type d'opération plusieurs fois dans leur vie, qui finissent par trouver que c'est une pratique tout à fait normale. Et puis n'oubliez pas que notre ami fondateur, il a créé une magnifique boîte, enfin il n'est pas juriste, il n'est pas né là-dedans, ça lui paraît étrange et il a du mal à rentrer dans ce cas. Au bout d'un moment, constatons qu'on n'arrivait pas même à se comprendre. Ayons en tête, je vous rappelle les plafonds type qu'a mentionné Benoît tout à l'heure, on va aller chercher en plafond d'une garantie d'actifs et de passifs un 10 ou un 15 ou un 20%. Enfin, les ordres de grandeur, les pratiques de marché sont à peu près là. J'avais en tête qu'on irait lui chercher 10%. On s'était probablement... non, je ne sais pas si on s'était exprimé sur le sujet, mais enfin, j'avais ça en tête. Et je lui dis, monsieur le cédant, j'ai l'impression qu'on ne va jamais y arriver. On ne va jamais y arriver parce qu'on n'est pas du même monde, on ne pratique pas le même langage. Et que finalement, si on pouvait trouver des modalités pour faire un deal sans ce contrat de gap, vous seriez plus heureux. Ah ben ça oui. Là, je vais parler un langage qu'il comprenait. Et je lui dis, mais finalement, si je monte dans l'hélicoptère, je nous observe tous les deux, on n'arrive pas à se mettre d'accord, essayons de trouver des modalités. Et si je vous proposais de faire l'acquisition sans gap à 10% de prix en moins, est-ce que vous seriez d'accord? Je lui dis, ah ben d'accord. Et ça s'est fait en 5 minutes. Et au fond, j'ai pris en réduction de prix immédiate ce qu'il m'aurait pris des heures carrées à négocier avec lui, avec un contrat de gap, avec potentiellement un plafond à 10%. Moi, je me suis dit, autant prendre les 10% tout de suite, et puis on n'en parle plus, et on passe à autre chose. Et donc, on a fait une acquisition de manière en fait assez détendue, tellement c'était un repoussoir pour ce cédant. Donc, ne l'excluez pas. Après, la difficulté, c'est quand même d'arriver à, si vous êtes accompagné par un fonds, c'est d'arriver à emmener un fonds dans ce voyage. Parce que les fonds ont des pratiques et ils vont pas toujours avoir le libre arbitre entrepreneurial. C'était peut-être une de nos chances, c'est d'avoir cette faculté-là, finalement, à réfléchir au deal qu'on faisait et à faire le choix du meilleur deal que nous faisions. Voilà. Donc voilà 3 cas: acquéreur, vendeur et finalement le deal sans gap que j'ai proposé d'apporter sur la table au moment où Stéphane faisait son casting. Et donc, merci de m'avoir écouté. Une question, Philippe. Sur le dernier cas, tu as parlé de 10 à 20%. Mais c'est 10 à 20% de quoi? Parce que Benoît a parlé de valeur d'entreprise. Est-ce qu'on le fait sur la VE ou sur la valeur des titres? Finance, mon cher Philippe. Non, mais bien sûr, pour une valeur d'entreprise, 1 million de dettes, c'est 0 la valeur des titres. Oui, bien sûr. Non, mais Alors, qu'est-ce qu'on fait? c'est une subtilité, c'était pas... Ça dépend de ça, par exemple. Ça dépend des éléments de passage de la valeur d'entreprise à la valeur des titres. Vous pouvez très bien avoir une valeur des titres à 1 euro et un plafond de garantie passif à 10 millions. Hein, donc, voilà. Donc, c'est plutôt sur la VE que sur la valeur des titres. Mais évidemment, quand il y a une valeur des titres très basse par rapport à la VE, le vendeur n'a pas très envie de donner une très grosse garantie passive. Donc, les deux se répondent. En l'occurrence, ça n'était pas le cœur du débat, les deux étaient assez proches. Je ne me souviens même plus si on a fait 10% sur l'un ou sur l'autre, c'était pas le cœur. On aurait pu lui donner les 10% s'il n'y avait pas eu de déclenchement pendant la durée des fonds. Il faut pas Et alors, dans la série Comment détendre les relations entre vendeurs et acquéreurs, on en arrive à l'expérience de Romain qui, dans une vie antérieure, a bien connu le mécanisme de l'assurance de cette garantie d'actifs passifs. Absolument. Et donc, je prends la suite de Frédéric pour attirer votre attention sur une solution qui existe pour externaliser à nouveau la prise en charge de la gap via des assurances. Donc, c'est le témoignage que je présente aujourd'hui. Alors, je vais revenir sur un cas concret sur lequel je suis intervenu il y a quelques années, celui de l'acquisition d'une société américaine qui s'appelle ASCO Power et que Schneider Electric a racheté pour 1,3 milliard de dollars que j'ai géré. Alors, avant toute chose, la psychologie du cédant, c'est un élément qui est clé, hein, ça a été souligné par Frédéric. Mais selon moi, voilà, je vous ai donné les ordres de grandeur, mais selon que ça s'apparente à du large cap ou à du small cap, bien évidemment, la technicité qu'on a évoquée, elle fonctionne quelle que soit la taille du deal, toute proportion gardée, bien évidemment. Alors d'abord, vous donner un peu de contexte, puisque ASCO a été intégré dans une business unit qui s'appelait Network Power, détenue par un groupe américain qui s'appelait Emerson. Et en fait, Emerson venait de vendre cette business unit à Platinum Equity, un fonds d'investissement américain bien connu de la place, pour 4 milliards de dollars.
Et juste après, en fait, Platinum a voulu restructurer ce portefeuille acquis et céder quasiment dans la foulée la société Asco. Et donc à ce titre, Platinum a engagé une banque d'affaires pour mener un process compétitif. Et classiquement, on s'est inséré dans ce process. On a passé le premier tour après avoir remis une lettre d'intention. On a eu accès à une data room pour mener du téléphone, etc. Et jusqu'à soumettre une offre ferme avec un markup du SPA. Petite parenthèse qui a son importance ici, mais donc sur les critères de choix du cédant, il y avait le prix bien évidemment, puisqu'il cherchait à le maximiser. Il y avait en numéro 2 son exposition après le closing en termes de garantie, qui souhaitait limiter dans le temps le montant et la portée. Et 3, la certitude de finaliser rapidement. Alors, dans un deal small cap, vous le savez, mais les critères de sélection peuvent être bien différents, avec un focus davantage porté sur la personnalité des acquéreurs, leur capacité de financement, etc. Je referme la parenthèse, mais concernant notre cas précis, en l'occurrence, les banquiers nous avaient dit donc que sur le premier critère de l'offre, on était les mieux disants. Sur le troisième critère, qui concerne donc la capacité à aller au bout rapidement, je ne rentre pas dans le détail, mais on a pris des engagements très spécifiques pour minimiser en fait les conditions suspensives entre notre signing et le closing, notamment sur l'antitrust. Et par contre, sur ce deuxième critère, qui est le sujet de ce soir, Platinum souhaitait minimiser en fait son exposition post-closing. J'ouvre une seconde parenthèse sur le business model des fonds. Lorsque vous transactez avec un fonds vendeur, il est fortement probable que celui-ci veuille limiter, voire éviter complètement son engagement à l'issue du closing, que ce soit en termes d'ajustement de prix ou de garantie, pour être en fait libre de restituer à ces limited partners leur capital augmenté du retour sur investissement. Donc sur ce critère des garanties, en fait, les banquiers nous avaient invités à revoir notre position pour nous retrouver ensuite très rapidement en personne et finaliser le plus rapidement possible. Et c'est là en fait qu'on a fait appel à cette assurance garantie de passif. Et donc je donne des dates parce que c'est important pour que vous compreniez la chronologie et la rapidité avec laquelle on a pu mettre en place ce système d'assurance. On était un 11 juillet quand on nous a formalisé cette demande. Et de notre côté, on avait un conseil d'administration du groupe qui se réunissait le 26 juillet pour approuver la transaction. Donc, ça nous laissait 15 jours pour mettre en place cette assurance. On a donc contacté notre broker E.ON, en l'occurrence, qui avait rapidement sollicité un pool de 8 souscripteurs potentiels qui nous fournissent différentes options d'assurance. On avait reçu leurs propositions préliminaires très rapidement avec exposition, le fameux cap de garantie, en l'occurrence c'était plafonné à 10%, conformément aux pratiques de marché, mais voilà, ça peut varier à nouveau en fonction des tailles de deal. Et donc avec l'aide d'E.ON, on a présélectionné 3 souscripteurs en fonction de leur réputation, de leur prix et de leur capacité surtout à finaliser dans un temps record. Alors, il y a un point qui est essentiel aussi à garder à l'esprit, c'est que ce processus de mise en place de la garantie, de l'assurance, pour qu'il soit facilité et pour qu'on aille très vite, ça requiert bien évidemment que vous fassiez des due diligence qui soient déjà suffisamment exhaustives, formalisées, que vous allez mettre à disposition des souscripteurs, parce qu'eux-mêmes conduisent des due diligence. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est que selon le type de deal, il y a un caractère plus ou moins attractif, que ce soit en termes de géographie, de business et de track record M&A pour vous-même. Donc ça, c'est des critères importants que vous devez garder à l'esprit lorsque vous faites appel à ce type de solution. Probablement, toutes les opérations ne sont pas assurables de manière équivalente. Voilà, mais je laisserai volontiers Olena s'exprimer sur ce point s'il y a lieu.
Et donc, je reviens sur la mise en œuvre. Ce qu'il est important de garder en tête, c'est que cette mise en place de l'assurance, elle se fait en parallèle de la finalisation de la négociation avec le vendeur. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de billard à 3 bandes qui se met en place entre, d'une part, vous en tant qu'acquéreur et le vendeur pour la négociation du SPA, et en parallèle entre vous et les souscripteurs. Et donc, vous assurez que les garanties dont le vendeur ne veut pas, vous les faites passer côté assurance. Et donc, il y a constamment ce jeu d'aller-retour en essayant de décharger, en l'occurrence, au maximum les garanties qui restaient à la charge du vendeur pour les placer, les externaliser vers l'assurance. En l'occurrence, tout ce travail, encore une fois, on l'a fait très rapidement. Et seulement 2 jours avant le fameux conseil du 26, on avait finalisé les polices. Et donc, ça s'est terminé que l'assurance a pris le relais du vendeur pour la GAP pendant 36 mois. Donc, on est sur l'extrême des 3 ans, avec une prime inférieure à 3% de la couverture. Donc, pour un prix d'1,3 milliard de dollars, le cap de garantie 10%, 130 millions, et les primes, il y en avait pour un peu moins de 4 millions. Toute proportion gardée, c'était vraiment un facteur différenciant à nouveau pour la transaction qui représentait un coût malgré tout acceptable. C'est 4 millions par an ou par One shot. Voilà. En l'occurrence, ici, on avait, je ne rentre pas tellement dans le détail, mais il y avait plusieurs souscripteurs et donc les 4 millions évoqués, vous versez une tranche en fonction du risque et du montant qui est garanti par chaque souscripteur. Mais en l'occurrence, j'insiste vraiment parce que sur ce deal-là, la mise en place de cette assurance nous a vraiment permis de faire la différence, d'être compétitif. Encore une fois, il y a d'autres acquéreurs potentiels qui s'étaient positionnés et ça nous a permis vraiment de passer devant tout le monde. Alors, quelques compléments sur le retour d'expérience et je laisserai à nouveau Léna compléter, mais le courtier joue vraiment ce rôle de conseil. Il fait aussi l'intermédiaire entre vous et les souscripteurs. Il vous aide à définir les meilleures polices, etc. Il vous aide aussi sur la partie gestion de processus. Il faut mettre à disposition un certain nombre d'audits, de documents, etc. Et donc, c'est important que le jeu se passe vraiment très bien entre le courtier, vous et les souscripteurs et le vendeur. Donc, ça fait beaucoup de parties prenantes à gérer en même temps. Également, un point très important, c'est que l'assurance, en fait, ne va venir couvrir que des risques qui ne sont pas connus. Ça me paraît un basique, mais si pendant la due diligence, typiquement, vous identifiez des risques, selon toute vraisemblance, ils vont pas être couverts par l'assurance. Et donc, c'est à vous de négocier avec le cédant une réduction de prix, par exemple. Voilà, donc, en conclusion, je dirais que le recours aux assurances constitue un complément de la boîte à outils globale un peu à disposition pour ce type de transaction. Tous les deals se passent pas de manière aussi fluide que ce que je vous ai relaté. Encore une fois, on a réussi à mettre cette assurance en place pendant un temps record de 16 jours. Les délais peuvent être variables, mais bon, encore une fois, c'était un vrai succès et de mémoire, on n'avait pas eu à activer l'assurance. Oui, la prime a été donnée, on n'a pas récupéré, mais encore une fois, c'était derrière à nous de nous assurer que on rentabilise l'investissement sur la prime qui avait été fait. Donc voilà un peu le témoignage qui complète ce qui a été dit précédemment sur une autre modalité pour externaliser quelque part la garantie et être capable d'aller au bout et de passer devant les concurrents. Bon, merci Romain pour ton témoignage. Alors juste quand même une chose, comme d'habitude, l'assurance, tant qu'elle ne sert pas, on trouve ça toujours trop cher. Et justement, à propos de cherté, moi j'ai une expérience, et dans le petit deal que j'évoquais, en fait, la prime, alors on n'a pas pris
le maximum de ce qu'on aurait pu avoir en termes de garantie, parce que l'ENA nous expliquera qu'il y a pas mal de nouveautés et qu'aujourd'hui on arrive à assurer pas mal de choses en la matière. Nous, on en avait eu pour à peu près 1% de la valeur d'entreprise en termes de primes. Et donc, je pense que c'est aussi une des illustrations du fait que, comme l'ENA nous le dira, ça se démocratise. Une question dans la salle? Oui, allez-y. En vous écoutant, on a l'impression que en vous écoutant, on a l'impression que l'assurance dont vous parlez, c'est un complément de la GAP. C'est pas la garantie de la garantie. J'ai bien compris. C'est une fraction, ouais, Il y a l'aspect juridique, et là, je laisserai volontiers les... En fait, c'est vraiment, ça se substitue, ça n'est pas l'équivalent de la garantie. C'est-à-dire, c'est pas une couverture financière du risque que le vendeur ne soit pas capable de faire face à ses obligations. Ça n'est pas ça. Ça se substitue. En fait, on a peut-être dit comme ça. L'assurance garantie de passif, c'est dire le vendeur ne garantit rien. Il y a des modalités techniques qui se mettent, il y en a plusieurs types, etc. Mais je ne vais pas vous embêter avec ça. Mais au fond, c'est le vendeur ne garantit pas. Et l'assurant, ça ressemble aux mêmes garanties de passif que ce que vous négociez avec le vendeur. C'est-à-dire que le champ de ce qui est couvert, c'est toujours des déclarations. Mais au fond, c'est comme si les déclarations ne vous étaient plus données par le vendeur, mais par l'assurance. La due deal en express, du coup, en 15 jours. Il voit les due deals de l'acquéreur. C'est pour ça qu'on vous disait que les due deals. Tu te souviens où il y a le vendeur garantit une partie, l'assurance garantit notre partie. Ça existe. Et tout, enfin bref. Il y a les deux modalités. Il y a soit l'assurance garantit tout, y compris, et tout, c'est à deux sens, c'est tous les risques, et dès le premier euro. Ou alors, l'assurance ne se substitue au vendeur que pour certains risques ou qu'au-delà d'un certain montant. Alors, ce que je vous propose peut-être, c'est sur les questions sur l'assurance de la garantie passif, attendons l'intervention de l'ENA parce que je pense que ça va répondre peut-être déjà à une partie de vos questions et ne vous en faites pas, on garde un peu de temps à la fin pour répondre à vos questions. Moi, Benoît, à ce stade, peut-être avant de passer la parole à l'ENA qui va conclure, dans des deals récents, vous avez eu justement la mise en œuvre d'une assurance de ces garanties passives. Qu'est-ce que vous avez constaté comme bénéfice globalement par rapport à des situations où ça n'est pas le cas? Je pense que dans ce qu'on observe, on vient typiquement de deals où il y avait des garanties de passifs qui sont exactement les deals décrits là, c'est-à-dire significatifs et de private equity, c'est-à-dire ayant un fonds vendeur qui, pour des raisons propres à sa réglementation, ne souhaite pas donner de garantie de passif. Et de toute façon, c'est devenu quasiment une posture de marché de la part des vendeurs d'investissement de dire « je ne garantis pas ». Et donc, c'était des deals dans lesquels on avait besoin d'une assurance garantie de passif. Mais de cette pratique qui s'est développée vraiment dans le private equity, on est aujourd'hui passé à une maturité du système beaucoup plus grande qui fait qu'on a des assurances de garantie de passif, pas du tout que dans les deals de private equity, mais bien dans les deals M&A classiques de toute taille. L'intérêt qu'on trouve là-dedans, c'est que ça allège considérablement la négociation. La négociation de garantie de passif avec le vendeur, au-delà du temps que ça prend, qui est réel, c'est qu'il y a un temps d'apprentissage pour un vendeur non professionnel qui fait que les relations avec l'acquéreur peuvent se dégrader. Donc, au-delà des deals où il y a multiples acquéreurs, une grande appétence pour la cible qui font qu'on cherche un avantage concurrentiel par rapport aux autres acquéreurs, il y a vraiment une logique d'alléger la discussion avec les vendeurs. Et ce d'autant plus quand soit les vendeurs sont très peu sophistiqués, soit quand ils sont nombreux. Moi, je vois récemment plusieurs deals où c'est un actionnariat familial qui cède. Donc, vraiment, on est sur une première session d'entreprise familiale. Souvent, à l'intérieur de la famille, vous avez certains qui géraient la société, d'autres qui sont simplement des actionnaires dormants par des logiques d'héritage, etc. Si vous commencez à négocier une garantie de passif avec 10 vendeurs familiaux, c'est un truc à vraiment perdre la raison, quoi. Donc, dire à ces gens-là, en fait, je m'en fiche, je vais me faire assurer, c'est, là encore, en fait, un intermédiaire entre abandonner la garantie de passif en réduction de prix, parce que la réduction de prix, elle marche que sur quelqu'un qui doit vraiment aller très vite. Donc, sans réduire le prix, vous externalisez l'assurance et donc vous facilitez votre discussion. Donc, par exemple, actionnariat éclaté et ou familial, grand intérêt de la garantie passive. L'autre grand intérêt de l'assurance garantie passive, c'est quand vous négociez avec votre vendeur qui reste en partie au capital ou qui reste
même dans le management de la société, que ce soit pendant une période de transition ou parce que vous allez travailler ensemble à l'avenir. Avoir une garantie de passif entre deux personnes qui continuent à travailler ensemble, c'est très lourd. Parce que actionner une garantie de passif contre un manager, contre un co-manager, contre un co-associé, c'est mettre en risque sa relation personnelle alors qu'elle est très importante pour le business. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez souhaiter éviter. Si vous mettez ce risque chez l'assureur, ça allège là aussi non seulement les discussions pour faire le deal, mais même post-deal. Et de vos expériences, est-ce que ce type d'assurance, par exemple, et je pense à toi Frédéric, dans le cas où tu avais déjà demandé au vendeur de baisser de 10%, est-ce que c'est négociable avec le vendeur en disant vous voulez pas vous occuper de la garantie, moi je le fais de mon côté. Bien sûr. Le coût, c'est 4 millions. D'abord, les coûts, 4 millions. je vais laisser la partie coût, mais moi, dans mon expérience, le coût peut être 1% du plafond assurable, ça assez fréquemment en ce moment, parce qu'il y a autre chose qui a beaucoup changé, c'est qu'il y a une concurrence beaucoup plus forte chez les assureurs. Donc, historiquement, il y avait quelques assureurs qui le faisaient, quelques rares courtiers, et donc il y avait une maturité même du côté des assureurs qui restait à faire. Aujourd'hui, la maturité est beaucoup plus grande, donc il y a beaucoup plus d'assureurs pour ce genre de risque, et il y a plus de courtiers qu'avant. Et donc, il y a cette concurrence fait que non seulement ça devient de plus en plus sophistiqué, les risques qui étaient inassurables il y a quelques années deviennent assurables. C'est des options qu'on coche, au fond. Et du coup, le coût est aussi, voilà. Et d'ailleurs, les assureurs ont, je pense, une plus grande facilité à évaluer les coûts et les risques, etc., parce qu'il y a un historique qui est plus grand. Une dernière question, et ensuite on passe la parole à Oléna qui a encore plein de choses à nous raconter. Peut-être qu'elle y répondra. Ma question, c'est tout simplement qui paye l'assurance, du coup, parce que dans l'exemple de Frédéric, quelque part, c'est le vendeur qui paye. Le vendeur accepte d'être payé 10% de moins. Celui qui paye, c'est l'acquéreur, mais ça peut être répercuté dans le prix de cession. Normalement, la garantie, c'est le vendeur, en fait. Enfin, donc, du coup, normalement, c'est à lui de payer. Enfin, oui, mais après, ça peut se discuter, mais non. Bon, allez, on passe la parole à Oléna, s'il vous plaît. Pour le cash séquestré, ça correspond à une portion du prix qui est versée ou qui n'a pas été versée, justement, c'est quoi? Ouais, c'est une portion du prix qu'on séquestre chez un notaire ou à la Caisse des dépôts et consignations et qui correspond à tout ou partie du plafond dont on a parlé, qui est bloqué sur un compte. Et le piège du séquestre, c'est que vous dites c'est pour 3 ans ou c'est pour 24 mois pendant la durée. Mais en réalité, s'il y a une mise en jeu de la garantie de passif à l'intérieur de cette période-là, de 24 mois par exemple, et qu'il y a désaccord entre le vendeur et l'acquéreur sur la légitimité de la mise en jeu de la garantie de passif, et que vous partez sur une procédure même que de première instance, tribunal de commerce de Paris, c'est 24 mois. Donc, et une fois que vous avez mis en jeu et que le débat devient judiciaire, la somme, elle reste bloquée. Donc, en réalité, quand vous additionnez les délais, une somme séquestrée avec mise en jeu de garantie de passif contentieuse, ça peut vite durer beaucoup plus que la durée que vous aviez anticipée de séquestration des sommes. Allez, on passe la parole à Oléna, s'il vous plaît. Oléna, c'est à vous. Alors, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, effectivement, sur l'assurance de garantie de passif. Ce qu'il faut peut-être mentionner, que c'est un produit qui a beaucoup évolué. Effectivement, Benoît a parlé de la concurrence. Je travaille sur ces produits depuis plus de 7 ans. Donc, avant de rejoindre Aon, j'étais avocate en corporate M&A. En 7 ans, on a multiplié le nombre d'assureurs par 5. Donc, en fait, aujourd'hui, on a une trentaine d'assureurs qui assurent ces garanties. Le coût, forcément, a été revu à la baisse. Alors, effectivement, tu parlais de coût de 3%. Alors, c'est plutôt aux États-Unis, effectivement, le coût de ces assurances est beaucoup plus important puisque la couverture est un peu différente. En Europe, aujourd'hui, on parle de 1% de la limite assurée. Donc, juste pour prendre des chiffres très simples, si on a une entreprise d'une valeur de 100 millions, on va assurer 10%. Généralement, c'est entre 10 et 20, mais simple, on va assurer 10%, donc 10 millions. C'est 1% de 10 millions, donc c'est le coût de 100 000 euros pour toute la durée de la police. Donc la prime, elle est payée en one shot, au closing, et donc ça permet de couvrir toute la durée des garanties. Alors, effectivement, Benoît a mentionné certains avantages. L'avantage de l'assurance garantie de passif, un des avantages, c'est qu'elle permet de couvrir pendant une durée assez longue. Donc on couvre pendant 3 ans tout ce qui est les garanties business et les garanties typiquement tout ce qui est les garanties fondamentales, fiscalité, etc. C'est pour une durée de 7 ans. C'est le délai de prescription dans la limite de 7 ans. Donc, déjà, on obtient quand même une couverture qui est plus large que ce qu'on aurait pu obtenir en négociant avec le vendeur.
Ensuite, on peut aussi déterminer la limite qu'on va assurer, puisque généralement, en des moments de blocage, c'est qu'est-ce qu'on va déterminer finalement comme plafond de garantie du vendeur. Là, dans le cas de l'assurance garantie passif, en fait, c'est l'acheteur qui va déterminer le montant qu'il va assurer. Donc, s'il veut partir pour 15%, il va prendre 15%. Donc, déjà, il n'y a pas d'étention. Pour répondre à votre question sur qui supporte le coût de l'assurance, je dirais que c'est en fait un point commercial. C'est celui qui a plus de force dans la négo. Donc, typiquement, nous, on a eu des cas où c'était des cédants qui sont venus nous voir en disant, voilà, c'est un business familial, on sort, on va récupérer 100% de montant tout de suite au closing. Donc, les vendeurs étaient prêts à payer le prix, donc le coût de l'assurance, qui devait être souscrite par l'acheteur. Vous avez d'autres situations, typiquement, vous êtes sur un actif qui est très attrayant, vous savez qu'il y a une quinzaine d'épidaires qui vont se battre. À aucun moment, vous allez vous amuser à demander au vendeur de prendre en charge 50% de prix. Donc, en fait, c'est vraiment une discussion commerciale entre les parties. Ce qu'il faut savoir, c'est que alors c'est un produit qui, à la base, était très pro-vendeur, enfin, en tout cas, était considéré comme très pro-vendeur. Pourquoi? Parce que, comme disait Benoît, en fait, dans le cas du SPI, donc vous allez demander au vendeur de déclaration de garantie. Et le vendeur, au lieu de caper sa responsabilité à 10%, 15%, 30%, il va la plafonner à 1 euro ou $1, peu importe. Et donc, en fait, ça lui donne finalement le clean exit. Alors, c'est bien évidemment très intéressant pour les fonds d'investissement, mais pas que. Parce que quand vous avez travaillé toute votre vie, vous avez envie justement de sortir de l'entreprise et soit de partir à la retraite, d'investir dans quelque chose d'autre, vous n'avez pas envie d'avoir cette incertitude pendant 18 ou 24 mois, de savoir peut-être que quelque chose que je déclarais va s'avérer inexact. Et donc, côté vendeur, ça donne clairement le clean exit. Côté vendeur, ça donne aussi cette facilité. On négocie plus vite dans des conditions plus détendues. Et côté acheteur, ça donne finalement aussi une sécurité financière accrue. Alors, pourquoi? Parce que, comme disait Benoît, effectivement, alors, quand vous achetez auprès d'un grand groupe, vous faites pas trop des soucis sur la situation financière, mais même, par exemple, quand on met en place un séquestre, généralement, le séquestre est dégressif avec le temps. Donc, typiquement, si vous activez votre garantie au bout de 18 ou 24 mois, il ne vous reste plus grand-chose sur votre séquestre. Et donc là, on part sur des batailles et sur des procès assez longs et coûteux. Donc, c'est aussi l'avantage côté acheteur, finalement, d'être indemnisé beaucoup plus rapidement. Je ne dis pas que l'assureur va faire un chèque en blanc, du tout. En revanche, c'est son métier d'indemniser. Juste avant le début de la conférence, on parlait avec Romain qui me posait la question justement sur la sinistralité. Sachez qu'aujourd'hui, il y a quand même une police sur 5 qui est activée. Donc, c'est beaucoup. Il n'y a jamais, en tout cas, moi, quand j'ai pratiqué, il n'y avait pas un SPI sur 5 pour en activer la GAP. Donc, 20% de taux d'activation, c'est énorme. Ce qui ne veut pas dire que c'est 1 sur 5 qui paye, parce que parfois on est obligé de notifier les choses à l'assureur. Typiquement, on sait qu'on va avoir un audit fiscal, on doit notifier à l'assureur, mais ce n'est pas pour autant qu'on va être redressé. Donc il n'y aura pas un vrai préjudice. Mais une police sur 5 qui est activée, qui va dire éventuellement qu'on aura aussi une petite augmentation des primes dans les années qui viennent, puisqu'en fait, comme je disais aux États-Unis, alors on réclame beaucoup plus rapidement, beaucoup plus souvent. Les qui sont spécialisés dans les réclamations dans le cadre des assurances GAP. Donc le coût est beaucoup plus important qu'en Europe. En Europe, on n'est pas encore là. Mais donc, en fait, c'est des produits aujourd'hui, c'est un vrai produit assurantiel. On a commencé à utiliser ces produits, et je me souviens, il y a 7 ans, en fait, les fonds, notamment quand ils utilisaient ces produits, c'était plus pour se positionner sur un deal, pour remporter la transaction, et ils n'y pensaient jamais. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'est un produit qui devient de plus en plus assurantiel. Donc, les fonds qui ont payé une assurance, quand il faut l'activer, quand il y a de la matière pour activer, ils n'hésitent pas à le faire. Et donc, aujourd'hui, on a des chiffres. Typiquement, chez Aon, on a réglé en 10 ans 1,5 milliard de sinistres à nos clients. Et ça aussi, en fait, parce que vous pourrez vous poser aussi la question, pourquoi est-ce qu'on va passer par un courtier? Alors,
C'est une question qu'on nous pose de temps en temps, donc je l'anticipe. La réponse, c'est qu'il s'agit des produits, il ne s'agit pas de l'assurance auto ou maison, donc voilà, c'est des produits qui sont un peu plus sophistiqués que ça. Et donc, les assureurs, généralement, ne travaillent pas en direct avec les clients sur ces produits-là, donc il y a toujours un courtier qui va être impliqué. Et le rôle du courtier, c'est de négocier, en fait, c'est de finalement vous conseiller sur qui est le meilleur assureur pour votre transaction, sachant que en fonction du secteur d'activité, en fonction de la taille de la transaction, en fonction du timing de la transaction, on ne va pas du tout préconiser les mêmes assureurs. Le rôle de courtier, c'est aussi de négocier le wording de votre police, parce que l'assurance GAP, ce n'est pas un contrat que vous allez voir ou lire tous les jours. Donc, en fait, il y a des dispositions auxquelles il faut vraiment faire attention. Et puis, le rôle de courtier, c'est aussi, et je dirais surtout, d'accompagner le client quand il faut activer la police. Parce que, en fait, encore une fois, il s'agit d'un produit sophistiqué. Donc, l'activation de l'assurance GAP, il faut être accompagné dès le début jusqu'à la fin pour savoir qu'est-ce qu'on déclare, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas dans la notification. Et en fait, comment est-ce qu'on fait justement pour éviter que l'assureur pose des questions qui ne sont pas forcément utiles dans le cas de la gestion de tel ou tel sinistre. Donc ça aussi, c'est vraiment quelque chose sur quoi c'est le courtier qui place la police qui doit être capable en fait d'accompagner le client. Aujourd'hui, comme je disais, ce sont des produits qui ont beaucoup évolué. Donc, on utilise ces produits de plus en plus pour des transactions de taille, je dirais, plus petite. Donc, il y a encore 5-6 ans, je dirais qu'on n'utilisait jamais ces produits pour des transactions en dessous de 50 millions d'euros. Aujourd'hui, de plus en plus, on est sollicité pour des transactions de 10-12 millions. On a même fait un deal, alors c'était un client qui faisait d'habitude des transactions plus importantes, mais là, ils avaient une acquisition de 6,8 millions qu'il a aussi assuré, parce que c'était un deal primaire, parce que voilà, les managers devaient rester au capital, et donc en fait, c'était compliqué finalement de demander l'exposition personnelle de la part de ces managers. Donc aujourd'hui, c'est un produit qui s'utilise finalement très facilement pour toutes les tailles des transactions. Alors pour large cap, très souvent. Sachez qu'en France, aujourd'hui, on a à peu près 25% des deals qui sont assurés. 25% des deals, c'est beaucoup plus que ce qu'on a pu voir il y a 5-6 ans, où c'était à peu près 5% des deals qui étaient assurés. En revanche, on est encore très loin de certains de nos voisins. Typiquement, en Allemagne, c'est plus de 40% des deals qui sont assurés. Au UK, c'est plus de 50%. Aux États-Unis, c'est un peu le sport national, puisqu'en fait, c'est plus étrange de ne pas assurer que d'assurer. Donc, voilà, aujourd'hui, le marché français évolue beaucoup, le taux de pénétration évolue beaucoup, mais on est encore en retard par rapport à certains de nos voisins. Alors, comme disait, je ne sais plus si c'est Romain Benoît, alors, les risques identifiés, en fait, sont exclus de la couverture de l'assurance garantie passive. Donc, typiquement, si mon vendeur m'a déclaré un risque fiscal, ou si j'ai découvert pendant mes travaux de due diligence un risque fiscal, ce risque fiscal ne va pas être couvert dans le cas de l'assurance garantie passive. En revanche, avec l'évolution du marché de l'assurance M&A, aujourd'hui, il y a des assureurs qui proposent justement d'assurer que des risques identifiés dans le cas des transactions. Ce qu'on voit très souvent, c'est des risques fiscaux. Donc, dans mon équipe, moi, j'ai 2 fiscalistes qui n'interviennent que sur des risques fiscaux. Donc, typiquement, on sait que, alors, je ne sais pas si Benoît confirme ce que je veux dire, mais généralement, le risque fiscal, notamment si le quantum du risque est assez important, ça peut être vraiment le deal breaker. Parce qu'en fait, on ne veut pas prendre, surtout en France, on ne veut pas prendre un risque fiscal ou acheter la société sachant que ce risque fiscal existe. Et si le risque est de 100, bah, en fait, soit on va faire 50-50, soit on va faire 40-60, ou alors on s'est dit on ne va pas faire le deal tout court parce que le risque est trop important. Sachez qu'aujourd'hui, il y a des assureurs qui justement offre cette possibilité d'assurer des risques, notamment des risques fiscaux, et encore une fois pour un coût qui est vraiment très faible. Aujourd'hui, on arrive à assurer des risques fiscaux pour un coût qui va être entre 1,5 à 5% de la limite assurée. Donc, on prend la limite, donc le quantum du risque, les pénalités, les intérêts, etc. On détermine le quantum, c'est ce quantum-là qu'on va assurer. Et donc, typiquement, un risque de 100, ça va vous coûter entre
Entre 1 et 5. Exactement, exactement. Et donc, du coup, quand vous vous posez les questions, le risque descend si on doit le partager entre l'acheteur et le vendeur, 40-60, ou plutôt payer 5, le maximum de prime d'assurance. Voilà, l'arbitrage est vite fait. Et donc ça, c'est sur les risques fiscaux. C'est la même chose pour les litiges. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'assureurs qui permettent qui offrent la possibilité de cristalliser les jugements que la société a obtenus. Donc en fait, quand vous avez par exemple une société que vous préparez à acheter ou à vendre et que vous savez qu'il y a un litige, forcément, ces litiges-là, là, on est toujours méfiant parce qu'on ne sait pas est-ce qu'on va gagner, est-ce qu'on va perdre. Sachez qu'aujourd'hui, il y a aussi la possibilité de cristalliser, donc de geler cette décision qu'on vient d'avoir. Et donc, si jamais la décision d'après est moins favorable, en fait, c'est l'assureur qui prendra en charge la différence entre la décision qu'on a assurée et la décision qui est moins favorable. Donc voilà, l'évolution qui est très, je dirais, favorable sur ces produits-là sur le marché français. Et d'ailleurs, aujourd'hui, alors je veux juste ouvrir sur le sujet sans trop en parler. On disait tout à l'heure que pour l'assurance garantie passive, il fallait que les garanties soient données par le vendeur dans le cadre du SPA. Et en fait, le vendeur va plafonner sa responsabilité. Sachez qu'aujourd'hui, il y a des assureurs qui vont même plus loin, puisqu'en fait, on commence à voir les assurances qu'on appelle synthétiques sur le marché français. Et l'assurance synthétique, c'est quoi? C'est le dérivé de l'assurance garantie passive. Donc, en fait, on n'a tout simplement pas des déclarations et garanties qui sont données par le vendeur, mais qui sont négociés directement avec l'assureur. Donc, on sait qu'on a réalisé des travaux d'étude diligence sur la partie fiscale, sur la partie droit de travail, sur les contrats, etc., etc. Et donc, on vient voir l'assureur avec un catalogue de déclarations et garanties. On lui montre ce qu'on a fait, ce qu'on a couvert dans le cadre des travaux d'étude diligence. Et en fait, il dit, bon, ça, je peux couvrir, ça, je peux couvrir, ça, je peux couvrir. Et donc, pourquoi est-ce qu'on utilise cette assurance synthétique? Il y a plusieurs cas de figure, enfin, les plus courants. Notamment quand vous rachetez auprès d'un vendeur qui est en liquidation judiciaire. Alors, le vendeur qui va être en liquidation judiciaire, la société va être gérée par un mandataire, donc il ne sera pas forcément en mesure de donner des déclarations et garanties parce qu'il ne connaît pas assez bien la société. Ou tout simplement quand vous êtes dans un process très, très, très compétitif. Et on sait que voilà, quand vous avez plusieurs leaders, c'est celui qui va faire une meilleure position, pas qu'en termes de prix, mais aussi en termes de négo du SPA, qui va finalement emporter la transaction. Et donc, c'est notamment ces deux contextes-là, ou alors, tout simplement aussi, on a vu le cas de figure quand il y avait énormément de vendeurs, donc en fait, il y avait une trentaine de vendeurs, et en fait, il y en a certains qui ne veulent pas donner des garanties, d'autres qui veulent mettre donc, que sur leur partie, donc en fait, voilà, c'était aussi dans ces cas de figure. Mais aujourd'hui, donc, les assureurs sont très créatifs. On a eu aussi le marché M&A qui était un tout petit peu plus ralenti que d'habitude, ce qui a permis aussi aux assureurs d'ouvrir un peu l'appétit un peu plus sur des nouveaux produits et découvrir certaines d'autres choses qu'on ne voyait pas jusqu'à présent. Et puis effectivement, enfin, merci beaucoup Elena pour toutes ces précisions. Moi, ce que je tenais à préciser, c'est que l'exemple que je donnais, alors on en discutait d'ailleurs hier pendant la formation, où on se disait, bah, voilà, il est parfois plus facile dans un petit pays pour des commerciaux de se déplacer que dans un grand pays comme la France. Et il en va aussi de même pour l'assurance, parce que moi, le projet que j'évoquais, c'est en Belgique. Et de ce point de vue, la Belgique a un petit temps d'avance sur nous parce que voilà, c'est un petit pays. Donc, une fois que les courtiers ils ont fait les quelques gros deals de l'année, il faut quand même qu'ils s'intéressent à d'autres sujets. Et donc, ils sont assez inventifs pour aller chercher, entre guillemets, des petits dossiers auxquels appliquer leur savoir en la matière. Et alors, à propos de savoir, moi, ce que je tenais à dire, c'est pas pour faire la promotion ni du cabinet ni d'autres courtiers. Mais c'est vrai quand même que mes quelques expériences en la matière, c'est que les équipes en cabinet de courtage, comme c'est un sujet quand même éminemment technique, sont généralement des équipes quand même très sharp. Et vraiment, moi, j'ai été absolument étonné, non seulement parce qu'on arrive à assurer, parce que comme le disait Olena, voilà, on invente des choses nouvelles tous les jours, mais aussi par la qualité effectivement des équipes auxquelles on a affaire de façon générale. Hein, il peut y avoir des exceptions. Bon, merci beaucoup. Ce que je vous propose, qu'on avait pris 5 minutes de retard, on va passer à la salle. Et puis vous laissez poser vos questions. On se donne les 10 à 15 minutes pour les questions. Allez-y. J'en ai une.
Vous avez parlé que l'offre, c'est souvent un pourcentage entre 1 et 5% dans les offres basiques, d'un certain seuil, si je comprends bien. Donc, dans le cas d'une gap standard. Alors, ça, c'est les risques identifiés. Un risque identifié. On est sur quel type de minimis threshold, c'est-à-dire que Alors, sur les risques identifiés, il n'y a pas de franchise, il n'y a pas de minimis. En fait, parce que le risque, soit il se réalise, soit il ne se réalise pas. En revanche, sur l'assurance garantie passif, on est sur. On calcule la franchise sur la valeur d'entreprise et non pas le prix des titres, parce qu'effectivement, l'exposition maximale pour l'assureur, c'est la valeur d'entreprise. Donc, les franchises ont été aussi revues à la baisse récemment. On parle à peu près d'une franchise aujourd'hui, même sur le business. Alors, sur le business, sur tout ce qui est immobilier, infrastructure, énergie renouvelable, etc., il n'y a pas du tout de franchise. Donc, quand on compare avec le SPI où il n'y a pas d'assurance, finalement, ça peut être plus intéressant. Et sur des deals opérationnels, on est plutôt sur une franchise qui va être entre 0,1 et 0,3% de la valeur d'entreprise. Et le de minimis, en fait, alors, dans le cas de l'assurance garantie passif, le de minimis, ça existe aussi. Et généralement, le de minimis, c'est entre 0,1 et 0,01% de la valeur d'entreprise. Mais le de minimis, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le de minimis ne va jamais être en dessous de celles des matérialités qui ont été retenues pour les travaux de due diligence. Donc, typiquement, si vous demandez à vos conseils de faire l'audit pour la partie fiscale et de ne pas regarder tout ce qui est en dessous de 50 000 euros, bah, en fait, le de minimis pour la partie fiscale va être 50 000 euros. Parce qu'en fait, l'assureur n'a pas de visibilité sur qu'est-ce qu'il y a comme risque entre 0 et 50 000. Question, je vais essayer d'être. Donc, on a compris que c'était entre 1 et 5% pour les risques identifiés. Oui. Maintenant, qu'en est-il? Donc, il y a d'autres petits risques. Ce serait intéressant d'avoir les prix, parce que ça dépendra toujours du secteur, ça dépendra de plein de choses. Hein. Mais ce à quoi on peut s'attendre, pour des risques, je dirais, externes comme des risques écologiques ou des risques de réglementation tech, RGPD, respect des RGPD ou ce genre de choses, donc un risque réglementaire ou risque écologique. Et puis le risque impact, parce que ça, c'est un risque qui peut être assez sympa et assez beau. Depuis, alors le risque, la rectification des management package, enfin, peut-être pour juste en deux mots, en fait, les management package, c'est une incentive qu'on donne aux managers pour les pousser à surperformer dans la cadre de la société. Et donc, en fait, en fonction du résultat qui va être généré par la société, on va soit leur donner des actions gratuites, soit en bonus. Enfin, voilà. Et donc, aujourd'hui, en France, le sujet mieux que moi, je pense, c'est un sujet qui pose beaucoup de problèmes parce qu'il n'y a pas un settlement pack qui est totalement 100% waterproof. Donc, en fait, la position de l'administration fiscale n'est pas vraiment... Il n'y a pas de position claire. Et donc, aujourd'hui, on dit que si l'administration fiscale commence à contrôler les management packages, bah, il y a un grand risque de réqualification de ces management packages en complément des salaires. Et donc, qui dit complément de salaire, côté manager, c'est le complément des revenus. Et côté société, c'est des charges sociales. Donc, en fait, il y a vraiment deux risques dans les man-pack. Donc, aujourd'hui, les deux sont assurables. On a déjà assuré les deux en même temps, ou soit que côté manager, soit que côté société. En revanche, pour tous ces risques-là, alors les management packages, justement, la fourchette de prime, c'était entre 1,5 et 4%. Donc, c'est quand même... oui, effectivement, ça n'est pas très cher. On a 15. Non, pas du tout. En revanche, typiquement, on a assuré là un litige social parce qu'on avait un fonds qui devait être liquidé. Ils ont donné une garantie spécifique sur un litige en cours sur la partie droit du travail social. Et là, pour le coup, on était au 15%, à 15%. Donc, en fait, ça va être vraiment cas par cas. Mais sur les risques fiscaux, aujourd'hui, il y a une dizaine d'assureurs qui assurent les risques fiscaux. Quand on a commencé, on a assuré le premier management package, on avait 15 assureurs qui voulaient y aller. Le deuxième on-pack, on en avait 2. Aujourd'hui, on a 10. Donc forcément, c'est beaucoup plus facile de discuter avec 10 et d'obtenir des cotations qui sont plus intéressantes. On a forcément... Si je résume, on serait plutôt entre 1 et 4 pour une personne manager qui ne veut pas payer l'impôt sur le revenu qui pourrait être induit par cette requalification de pack. C'est pour le côté manager. Et du côté investisseur, c'est plutôt autour des 15. Ça se fait pas. En qualification, je parle URSSAF.
C'est-à-dire charges Ah non, les charges sociales, non, pas du tout. Pardon, je l'ai pas clair. En fait, c'était deux situations différentes. Donc, la fourchette en 5 à 4, c'est pour les deux. C'est et les managers et la société. En revanche, on avait un autre dossier où c'était vraiment le litige qui assurait la décision de justice contre la décision moins favorable d'après. Exactement, voilà. Mais ça n'avait rien à voir avec le Manpack. C'était une situation complètement différente. C'était en litige avec un RH et avec quelques salariés, en fait, qui étaient dans le cas d'enfants. Et donc là, pour le coup, l'assurance, c'était le coût de l'assurance, c'était 15% de la limite assurée. Mais voilà. Mais sachez que pour les risques fiscaux, généralement, au-delà de 5%, l'assureur va considérer que le risque est vraiment trop important. Donc, en fait, il ne va pas prendre un risque en disant, OK, bah, je te fais payer 10, sachant qu'il y a 50%. Si, c'est sûr. Ouais. Mais ça reste de l'assurance. Hein. Il faut quand même qu'il y ait un aléa. C'est quand même le principe de l'assurance, l'existence de l'aléa. Et donc, le risque que ça se produise ne soit pas non plus trop fort. L'aléa soit sûr, en fait. J'avais une question sur vous avez mentionné l'importance des due diligence pour que l'assurance puisse faire une cotation. Est-ce qu'il peut arriver des cas où en fait on en revient à remettre en cause les due diligence et donc le travail des auditeurs? Alors, en fait, les assureurs vont regarder quand même qui a réalisé les travaux de due diligence. Et d'ailleurs, c'est une information qu'on leur donne assez en amont, en disant, voilà, côté client, donc côté assuré, il y a tel cabinet qui ont été impliqués dans les travaux de due diligence. Ils vont pas nous dire, ah bah tiens, c'est un trop petit cabinet, donc on fait pas confiance. En revanche, il faut quand même que c'est le cabinet qui sache faire du M&A. On a eu juste, ça nous est arrivé une fois où il y avait en service d'amis, quelqu'un qui ne faisait que du droit de la famille, qui s'est amusé à faire de la négo du SPA. Là, l'assureur n'était pas forcément confortable parce que ça se comprend. Mais sinon, en fait, les assureurs, à partir du moment où ce sont des gens qui ont de l'expertise dans cette matière, ils vont pas du tout dire, voilà, ça c'est un EY, donc c'est OK. En revanche, là, c'est un plus petit cabinet de Provence, donc c'est pas OK. Et d'ailleurs, sachez que pour obtenir les cotations de la part des assureurs, on n'a pas du tout besoin des audits. Les seuls éléments dont on a besoin pour obtenir les cotations et la position des assureurs sur l'assurabilité d'un deal ou d'un risque, c'est le draft du SPA avec le catalogue de déclaration et garantie, l'info-mémo ou la présentation managériale cible et la valeur d'entreprise. C'est les trois éléments en fait avec lesquels généralement on approche les assureurs pour obtenir les cotations. En concurrence, ensuite dans le cas de la négo, des franchises, des primes, etc. Et après, en termes de due diligence, comme Romain l'a dit, ce qui est quand même très important, c'est d'embarquer le sujet assurance très tôt dans le process, parce que moi, j'ai vécu un process où le sujet assurance est arrivé plutôt à la fin, pas trop loin à la fin, et ça a été une souffrance, hein, parce que effectivement, là, on se met à perdre du temps, alors que normalement, c'est censé en faire une. Alors, dans l'ordre, monsieur, avec le pull beige, déjà une question. Vous avez cité des montants de chiffre d'affaires pour lesquels les assurances s'appliquaient. Vous parliez de 6 ou 7 millions. Je rebondis un peu sur l'expérience dont parlait de chiffre d'affaires de valeur d'entreprise. De valeur d'entreprise. Il y a quand même pas mal de transactions sur tout un tas de PME qui sont beaucoup plus petites et dans lesquelles, justement, je rebondis sur l'exemple de Frédéric où les dirigeants, justement, écarquillent les yeux quand vous leur parlez de ça. Est-ce que les assurances, pour ces beaucoup plus petites transactions peuvent s'appliquer? Je parle des transactions en 1 million, peut-être en dessous, qui fait quand même, à mon avis, une grosse partie du marché des titres. Alors, en soi, il n'y a pas d'obstacle. Alors, sauf l'obstacle financier, parce qu'en fait, les assureurs pratiquent des primes minimales. Et aujourd'hui, en fait, sur le marché français, notamment, les primes minimales, c'est entre 50 pour le business opérationnel. C'est entre 50 et 100 000 euros. Donc, effectivement, si vous assurez une transaction de 800 000 euros et que vous payez une prime de 5 000 euros, ça peut-être pas forcément économiquement intéressant. Et deuxième obstacle qu'on voit, en tout cas nous, sur ces deals beaucoup plus petits, c'est qu'il n'y a pas vraiment des due diligence, en fait, pas proprement parler, en fait, qui sont menés. Ça peut être un obstacle. Mais à partir du moment où on a des travaux de due diligence et que le client est prêt à payer ce prix minimal,
en principe, il n'y a aucun obstacle pour mettre en place l'assurance. Bon, moi, je reviens sur la Belgique. Le courtier avec lequel on a parlé à l'époque, lui, nous indiquait qu'effectivement, il avait déjà fait un certain nombre de mises en place de garanties d'assurance sur des deals. Alors, il nous a cité effectivement des montants plutôt aux alentours de 4 ou 5 millions d'euros, mais on sent que, évidemment, ils ont envie d'adresser une portion du marché qui n'est pas encore adressée aujourd'hui, parce que tout simplement, derrière, voilà, ils sentent la rémunération à la clé. Et donc, voilà, je pense qu'il faut faire confiance au marché, mais comme le dit Olena, il y aura quand même toujours un problème de prix minimum, c'est quasiment le prix du papier, pour le dire comme ça. Une question encore? J'ai l'impression que, fondamentalement, quelque chose que je ne comprends pas, introduire un third party dans cette assurance, c'est dire que si jamais il y a un problème, c'est l'assureur qui va payer. L'assureur, lui, il va se retourner vers la déclaration du vendeur, il va dire, mais qu'est-ce que vous m'avez raconté? Il n'y a pas ce côté, il est complètement libre quand il cette assurance et que vous avez fait votre due deal, vous, et vous prenez complètement le risque. Alors, la due diligence, justement, elle ne va pas être faite par l'assureur, elle va être faite par l'assuré. Donc, en fait, c'est l'acheteur, la plupart du temps. Et ensuite, effectivement, il y a l'assureur, quand il va indemniser, il n'y aura pas de recours contre le vendeur. En fait, il va renoncer expressément à son droit, à son recours surrogatoire, sauf cas de fraude et dol. Et donc, ça reste très théorique, puisque en fait, pour prouver la fraude, mais peut-être Benoît, tu peux dire, c'est très compliqué en pratique. Même quand vous êtes face à votre vendeur, prouver la fraude, cet élément fonctionnel, c'est très compliqué. Quand c'est un assureur qui est externe à la société, qui n'a pas accès à tous les mails, à tous les documents, etc., c'est tout simplement impossible. Donc, on sait qu'à ce jour, sur le marché français, il n'y a pas un seul assureur qui ait justement tenté cette action pour fraude contre le vendeur. Mais ça reste en théorie un recours possible si jamais l'assureur considère qu'il y avait une fraude. Et pour l'assureur, il n'y a pas besoin du coup d'avoir une garantie de la garantie dans ce cas-là, parce qu'il n'y aura pas une espèce je sais pas, Oui, c'est pas une assurance classique en ce sens que, effectivement, contrairement à ce qui peut se passer en automobile, en habitation, votre assureur qui va prendre en charge dans un premier temps va se retourner contre quelqu'un d'autre. Ici, sauf les cas très particuliers qui sont cités, ça ne va pas être le cas. Est-ce que ça déresponsabilise pas le vendeur, du coup? Est-ce que le vendeur a... S'il y a un inconvénient, parce qu'on n'a parlé que des avantages, parce que le coût est pas un vrai inconvénient, souvent. En revanche, la déresponsabilisation du cédant, bien sûr. Alors, je suis d'accord, mais pas tout à fait. Parce que nous, typiquement, il y a quand même des acheteurs qui nous disent que c'est parce qu'il y avait l'assurance garantie passive qu'ils ont réussi à obtenir certains éléments de la part du vendeur qu'ils n'arrivaient pas à obtenir dans le contexte où, tant qu'ils n'ont pas évoqué l'assurance. Et pourquoi? Parce qu'il y a quand même, encore une fois, ce possible recours pour fraude. Et donc, le vendeur est quand même on le pousse à discloser tout ce qu'il sait, tout ce dont il a connaissance, pour ne pas qu'on puisse lui reprocher la fraude après. Sauf que maintenant qu'on sait que la fraude n'est jamais utilisée par les assureurs, quand on est côté vendeur, on dit que c'est pas vraiment un risque. Je vous propose qu'on arrête là. Vous les avez encore sous la main pendant le pot qui suit la réunion. Oui, Philippe, dis-moi. Je crois qu'il y a des questions en salle, à l'extérieur. Il y a aussi des questions de l'extérieur, mais elles sont où? L'extérieur, vous avez des questions à l'extérieur de la salle. Voilà le chat. Alors, est-il possible, usuel, de négocier un crédit vendeur en ligne avec le montant dégressif de la garantie de passif? Benoît, peut-être. C'est une alternative au séquestre. D'accord. Alors, ensuite, est-ce que quand on a des montants de cession, enfin des prix, j'imagine, d'entreprises très bas, est-ce que les seuils de gap sont plus importants en pourcentage et remontent en pourcentage? D'accord. Comment le montant remboursé par l'assurance est-il comptabilisé? C'est une réduction de prix, un résultat exceptionnel? Pour le vendeur ou pour non, c'est pas une... En fait, c'est comme une prime d'assurance. C'est une prime d'assurance et après. Une indemnisation d'une assurance. C'est pas la même nature que la réduction.
Exactement. Et d'ailleurs, ce qui est prévu généralement dans les polices d'assurance, c'est que, parce que quand vous recevez la prime, il y a une possibilité que ce soit imposable. Et donc, si vous percevez 100 et que vous devez verser 20 aux impôts, finalement, vous percevez que 80. Donc, les assureurs, aujourd'hui, tous les assureurs offrent la possibilité de compléter le montant avec le montant des impôts qui seront dus sur ce montant-là. Dans la limite, bien évidemment, du montant qu'on a pris dans le cas de l'assurance. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est offert aujourd'hui systématiquement. On a une double question sur l'assurance Manpack. Déjà, les 1 à 4%, c'est sur quelle assiette exactement? C'est l'assiette. En fait, l'assiette, elle est déterminée par le client et ses conseils. C'est-à-dire qu'en fait, ils disent, voilà, si demain, on a l'administration fiscale qui vient contrôler notre Manpack, en fait, le quantum, c'est ça. Il y a les pénalités de retard, les intérêts, etc. Donc, on rajoute tous ces montants-là. Les montants, en fait, ce n'est jamais le courtier qui va déterminer ces montants-là, mais c'est vraiment le client avec ses propres conseils fiscalistes qui vont déterminer le montant qu'ils vont assurer. Et alors ensuite, la question est posée de la sinistralité de l'assurance Manpack, mais bon, comme on dit, c'est un sujet très particulier parce qu'effectivement, l'administration, elle, a tendance à essayer de requalifier en salaire. Alors, sur les quand on a dû assurer à ce jour une quinzaine de polices, donc une quinzaine de Manpack. On n'a pas encore eu de polices activées sur les Manpack. On a eu d'autres risques fiscaux sur lesquels on a des activations, notamment la TVA, notamment la prépondérance immobilière, etc. Pas encore sur les Manpack, mais en même temps, ça fait que 2 ans qu'on les met en place. Donc, c'est assez récent. D'accord. Et comment ça se passera le litige? C'est l'assureur qui se débrouille ou, enfin, voilà, Alors non, en revanche, l'assureur il va avoir le droit de regard sur ce qui se passe dans le cas de litige, puisqu'en fait, ce qu'il veut éviter, c'est que vous fassiez un accord dans son dos et que vous disiez, bon, ben voilà, maintenant, il faut indemniser X. Voilà. En revanche, l'assureur, il va jamais, il va pas être dans le lead, mais il veut être impliqué dans les étapes principales de la gestion de sinistres, notamment dans les discussions avec l'administration fiscale. Si l'administration fiscale dit quelque chose ou pose une question, généralement, on va montrer cette question à l'assureur et on va lui montrer le projet des réponses qu'on va envoyer. Et donc, c'est là où il va dire OK, ou alors j'ai un commentaire ou je préfère que. Voilà. Mais c'est. Mais l'assureur pourrait accepter. De transiger ? De transiger, tout à fait. Tout à fait. Bon, on va s'arrêter là, s'il vous plaît. Encore une fois, Une question qui revient 2 fois, c'est le nom des courtiers. Je pense que tout le monde est intéressé. Oui. L'importance des courtiers et les noms. Ceci étant, Il y a que voilà. Non, mais tous les grands cabinets de courtage ont des départements spécialisés aujourd'hui. Il y en a qui sont plus réputés que d'autres. Vous savez, une simple petite recherche sur Internet, vous allez trouver les choses assez facilement. Et Olena, qui l'a juste dit comme ça dans la conversation, elle est du cabinet Aon France, voilà, qui est la branche française d'un cabinet qui est installé à peu près partout dans le monde. Voilà. Et écoutez, je vais remercier nos 4 intervenants. Je pense que c'était... Et à nouveau, bon, merci à nos 3 intervenants extérieurs d'être venus et de nous éclairer sur ce sujet particulièrement instructif. Moi, je vais remercier aussi la Maison des Arts et Métiers qui nous accueille ce soir. En général, nos soirées ont lieu à la Maison des X et aujourd'hui, nous étions en Carafe. On était ravis d'être accueillis dans cette belle maison. Et je voudrais vous donner 2 rendez-vous. Le premier rendez-vous, c'est la prochaine soirée XMP Entrepreneur. La prochaine soirée XMP Entrepreneur, elle a lieu le lundi 16, dans 2 semaines. Elle est organisée par notre club Accompagnement. Et c'est en gros l'accompagnement du chef d'entreprise sur la thématique suivante, comment mettre en œuvre les nouvelles directives en matière de transition écologique, pour faire simple. Hein, c'est comment s'adapter aux nouvelles règles, comment préparer l'avenir. Donc c'est sur la transition énergétique. Venez nombreux, ça c'est le lundi 16 décembre. Et c'est à 18h15 à la Maison des X. Vous verrez toutes les pubs sur nos pages, groupe LinkedIn et compagnie. Je vous invite à vous connecter dessus si vous n'étiez pas déjà membre. Et je vous donne aussi un rendez-vous intermédiaire pour ceux qui sont gourmands en matière de soirée d'entrepreneuriat. C'est le lundi d'avant. C'est donc lundi prochain, le 9. Le 9 a lieu une soirée assez extraordinaire qui s'appelle la soirée Les Pépites de G2E. Donc, G2E, grandes écoles entrepreneurs, j'en ai touché un mot tout à l'heure.
La soirée des pépites, c'est une soirée incroyable où on met à la tribune une quinzaine d'entrepreneurs et qui ont chacun 3 minutes pour dégager 3 enseignements de leur parcours d'entrepreneur. Et quand on a la chance d'avoir une douzaine ou une quinzaine d'entrepreneurs, et ça sera à nouveau le cas lundi prochain, vous repartez de la soirée avec 15 fois 3, 45 enseignements médités, vécus, mâchonnés par des entrepreneurs qui font de retour d'expérience et qui acceptent de le partager avec vous tous. Voilà, donc c'est une soirée superbe et cette soirée a lieu à nouveau ici, à la Maison des Arts et Métiers. Pour tout ceci, Grandes Écoles Entrepreneurs sur LinkedIn, vous vous abonnez au groupe, vous suivez la page, vous trouvez toutes les infos et surtout vous venez à nos soirées parce que c'est sympa. Merci à tous, merci à tous nos auditeurs présents ou à distance et à la prochaine.